nous vous accueillons pour une table ronde dont le titre est « Les temps de la fin ?» point d'interrogation. Et donc, nous accueillons Pierre Bordage, ici à ma gauche, qu'on ne présente plus ici, qui a été président des Utopiales de 2001 à 2011. Oui, c'est ça. Auteur de science-fiction dans tous les registres. Et puis, j'ai vu toute une bataille sur divers sites pour savoir combien de livres vous avez fait. Et j'ai lu jusqu'à 60, mais Wikipédia dit 40. 67. Bon. J'ai calculé juste avant de venir parce que j'en ai marre de ne plus savoir où j'en suis. Donc il faut mettre à jour Wikipédia assez rapidement. Voilà. On va faire ça. Et voilà. Ensuite, Catherine Larère, donc vous êtes philosophe, vous avez d'abord été spécialiste de la pensée économique, et puis maintenant vous êtes spécialiste de l'éthique de l'environnement, depuis plusieurs décennies déjà, et vous nous raconterez en quoi ça consiste. Et votre dernier livre, écrit avec votre époux Raphaël Larère, s'appelle « Le pire n'est pas certain », aux éditions Premier Parallèle, excellente maison d'édition que je conseille. Voilà. Je commence. Voilà. Et puis Jérôme Santolini, vous êtes biochimiste. Et donc, vous êtes biochimiste au CEA à Saclay. Vous vous occupez de stress oxydant et détoxication. Je trouve que l'intitulé fait peur. On n'en parlera pas. Et vous avez plusieurs casquettes, puisque vous avez une activité en tant que citoyen. Ça, on en parlera, je pense, sur le plastique dans l'alimentation. Vous vous intéressez beaucoup à la diffusion du discours scientifique et de la connaissance scientifique, et puis aussi à l'imaginaire, voilà, autour des sujets qui nous intéressent. Donc, on va avoir beaucoup de choses à se raconter. Voilà. Donc, on va commencer avec le texte de présentation qui est assez fataliste. Donc, je ne sais pas si... Ah ouais, juste avant de démarrer, je vous explique le diaporama qui passe. Ce sont des images que j'ai mises juste pour illustrer. On ne va pas forcément en parler, mais ça vous fait tout un tas d'images qui ont un rapport avec le sujet. Ça vous fait quelque chose à regarder. Voilà. Je suis enseignant en école d'art, il me faut des images, c'est important. Donc le texte de présentation est assez fataliste et péremptoire. Il nous dit que donc, l'hubris démesuré de l'humain va causer sa perte et que Homo sapiens est bientôt fini et qu'on va même être rayé de la carte du vivant. Donc je sais, Catherine Larère, que vous voulez réagir à ces affirmations. Ben oui, parce que si on commence comme ça, je ne sais pas très bien comment on va pouvoir continuer. Non, ce que je voulais dire, c'est bon, d'abord, l'hubris, la démesure, il faudrait définir. Ensuite, c'est la chose qu'on peut mettre en cause, ce n'est pas tous les humains qui sont responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est une des caractéristiques de la situation présente, de situation antérieure, mais particulièrement maintenant, puisqu'on a une détérioration globale, disons, de nos rapports avec le système Terre. Et cette détérioration globale est pour une grande part, pour la majeure partie, le résultat de l'action de ce qui reste quand même une minorité, en tout cas qui n'est pas la totalité du monde. Bon, on ne va pas faire des tours et des détours, on va dire c'est le capitalisme, et puis je pense que tout le monde comprendra, ou la civilisation thermo-industrielle. Donc cette hubris, cette démesure, bon, on met du grec, alors ça fait plus chic, mais bon. Et le résultat de quelque chose qui s'est enclenché à la fin du XVIIIe siècle avec ce qu'on a appelé la révolution industrielle et qui a profité à beaucoup de gens qui nous sommes ici, nous en avons tous plus ou moins profité, mais ça reste quand même une petite partie du globe. Et troisièmement, alors c'est la suite du texte, je crois qu'il faut faire aussi une grosse... Alors, nous sommes... S'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que chacun de nous mourra. Ça, c'est sûr. Les espèces, nous savons qu'elles sont mortelles. Et que, bon, depuis
la très longue histoire de la Terre, il y a déjà quantité d'espèces qui ont disparu. On connaît l'histoire des dinosaures. Bon. Donc, de ce point de vue-là, l'humanité, pas différente des autres espèces, a un temps. Le temps de vie des espèces est assez long, mais on ne dit pas ça. Ce qu'on est en train de dire, c'est que nous, les humains, précipitons notre fin par des actes démesurés. Là aussi, on peut discuter, et en particulier dire que c'est peut-être pas vers la fin qu'on va, mais une série de fins dans laquelle l'espèce humaine tout entière ne disparaîtra sans doute pas. Voilà, Jérôme, si vous voulez rebondir. Oui, je pense qu'il n'y a pas nécessairement un grand cataclysme ou une grande catastrophe inédite d'une certaine manière. On est en train de réaliser quelque chose en fait. L'anthropocène, pour moi, c'est un mot assez creux. Il y a déjà eu des extinctions de masse, il y a déjà eu des événements climatiques extrêmes. La Terre a été 3 fois une boule de glace. Donc ce qu'on est en train d'observer, quelles qu'en soient les causes, n'est pas quelque chose d'inédit pour l'histoire de la planète. Donc en fait, il y a la fin de quelque chose, mais ce n'est pas la fin du monde physique ou du monde écologique, c'est la fin d'un certain monde, d'un monde humain, d'une histoire, plus précisément, potentiellement l'histoire de la modernité. Et ce qui nous sidère, je pense, davantage, c'est que ce n'est pas la perspective tout d'un coup de l'effondrement des conditions d'habitabilité de la planète, c'est surtout qu'on n'a pas d'histoire à raconter. On est avec une histoire dont on a l'impression que c'est la fin de cette histoire, la fin de la modernité, la fin peut-être d'un système économique, d'un certain rapport au monde en particulier, et on est dépourvu parce qu'on n'a rien à lui substituer. Et donc cette sidération, pour moi, elle est plus de l'ordre de l'imaginaire, de la narration, que des faits, en fait, ou que de la perception d'un certain nombre de faits. Ben finalement, vous n'êtes pas si loin de certains collapsologues qui pensent aussi que tout est une question de récit. Mais... Non, parce que moi, j'aurais répondu immédiatement à ce qu'il disait que quelle histoire on racontait, la fin de l'histoire. Je crois que, moi, puisqu'on parle de démesure, je crois que la démesure est la tendance des Occidentaux à assimiler leur histoire à l'histoire du monde et à se placer d'entrée de jeu à un niveau global, si bien que si cette histoire de l'Occident qui est, je disais fin du XVIIIe siècle, finit, c'est l'histoire tout entière qui finit. Non, il y a eu d'autres mondes, il y a eu ce qu'un anthropologue appelait la vision des vaincus. On détruit des civilisations, ces civilisations ont des histoires. Donc c'est pour ça, ont déjà disparu, mais ont aussi gardé des mémoires. Et c'est pour ça que moi ce qui m'inquiète, c'est, alors je ne dirais pas hubris, je dirais enflure, la tendance à universaliser quelque chose qui reste toujours plus ou moins particulier. D'accord. Pierre, si vous voulez... Vous ne trouvez pas que c'est le propre de l'humain que d'universaliser sa propre expérience? C'est-à-dire que, même pas dans la position dominante, même pas en position dominante, j'ai l'impression que l'être humain passe son temps à essayer de justifier sa propre existence en l'imposant un peu à tout le monde. C'est le fait des religions, c'est le fait de tout un tas de groupes, et que finalement, l'hubris, il est partout. Puisque moi, je me définis comme mâle blanc, sexagénaire, etc. Et donc, j'ai une certaine forme de conditionnement, et je pourrais dire finalement mon point de vue est le point de vue du monde. Et d'ailleurs, quelque part, il est le point de vue du monde, parce que je vois le monde par mes yeux. Donc, c'est assez compliqué, et de dire que ce sont les Occidentaux qui veulent faire de l'histoire leur universalisme, ou l'universalité de leur histoire, je pense que c'est tout le monde qui s'amuse à faire ça. Sauf que factuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une histoire dominante.
Oui, mais même si on peut penser qu'il y a eu les d'autres empires ont histoires, changé, bien sûr, mais le les- monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde qui se raconte avec une histoire qui est fixée, qui est figée et qui s'impose aux autres. Hein. Quand on parle de COP26, enfin la COP26, il y a plein d'autres cultures qui viennent, mais on leur impose une certaine Oui, mais façon ça dure de à voir combien de temps? l'histoire. Ça dure à combien de temps? Puisque on a les deux grands. Bien sûr, ça n'a pas duré. Les deux grands qui arrivent, l'Inde et la Chine. Bien sûr, mais donc la question c'est comment peut-être ces histoires s'entrechoquent. Aujourd'hui, la crise de la fin du temps, c'est la crise de la culture, de notre culture. Enfin, C'est la crise de la fin d'un temps. D'un temps ou d'un S'il y a monde, fin, c'est ou d'une d'un histoire, temps. d'une Et histoire. effectivement, je crois que la Chine est en train d'attendre, de reprendre sa propre histoire. Ouais. Alors, bon, moi, si vous voulez, quand on est à un niveau de généralité où on dit l'être humain, bon, quand vous disiez bon, tous les humains s'universalisent, bon, on sait que dans certaines communautés autochtones anciennes, elles s'appelaient les humains et les autres, ou l'équivalent des humains, et les autres, c'était d'autres choses. Mais nous les Occidentaux, nous avons la démesure de dire, mais nous sommes en plus ceux qui peuvent dire qu'il y a des sauvages qui se croient les seuls humains. Non, moi ce que je dirais plutôt, et bon, c'est le point de vue que je pense que je soutiens, et c'est que dans cette culture occidentale, il y a toujours eu des gens pour dire on n'est pas tout seul. Et bon, de mon expérience d'avant de faire de la philosophie de l'environnement, Montesquieu est quelqu'un qui invente l'œil du persan. Et cet œil du persan, qui n'est pas l'œil de ses contemporains, hein, qui sont les Français du début du XVIIIe siècle, voit les choses autrement et dit la pluralité des choses. Et moi, je dirais que pour moi, le mérite de notre culture occidentale, c'est justement de permettre ce regard critique. Non pas d'affirmer notre universel, mais de dire oh, peut-être qu'il y en a d'autres. Bien. Je cherche comment rebondir parce que ça me faisait venir d'autres idées. Mais parce que je me disais aussi que c'est amusant, on commence à se poser des questions, à se dire que c'est la fin du monde, etc. Au moment justement où la Chine, par exemple, se dit bah, tiens, on va commencer à vivre pareil, avoir un mode de vie aussi confortable, etc. Et c'est là que d'un coup on se dit oh là, il y a un problème. C'est un peu égoïste de notre part, mais voilà, c'était pour rebondir. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Catherine, hein, je suis désolé. Mais, parce qu'effectivement, il y a toujours eu la possibilité d'une diversité de pensées, une pensée un petit peu décalée, en miroir, hein, que dans la culture occidentale. Ceci dit, il y a quand même des piliers, enfin des invariants très forts depuis 300-400 ans, depuis la révolution scientifique, qui non seulement détermine notre culture, mais qui s'impose aussi d'une certaine manière par la force. Hein. Il y aura potentiellement des poches de diversité à gauche et à droite, mais ça va pas d'une certaine manière sauver les autres cultures qui continuent à subir la domination de cette pensée-là. Une pensée qui est basée quand même sur un rapport au monde, un rapport au vivant, un rapport au temps qui est vraiment très particulier et qui pour moi est d'ailleurs plus ou moins responsable en fait du cul-de-sac dans lequel on est engagé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, très particulier? Le monde est un objet, par exemple. Il y a, pour moi, la science moderne. La dualité sujet-objet. Voilà, ouais, la science a réifié d'une certaine manière le monde. Alors c'est pareil, c'est un raccourci, mais on va en faire beaucoup, hein, à réifier le monde. Et le monde, du coup, s'est transformé en objet, en ressources, en marchandises. Et c'est quand même un processus qui est de plus en plus fort, massif, y compris à la COP26 où on va marchander du CO2 ou des espèces. Hein. Maintenant, on va marchander des espèces pour pouvoir les sauver. Donc il y a une espèce de rapport au monde qui fait qu'on est toujours dans une espèce de discours en surplomb, où l'homme se sort de son milieu. Alors c'est peut-être aussi la culture protestante, enfin voilà, il y a plein d'explications à ça, hein, il n'y a pas un seul facteur, mais au final on se retrouve sorti du milieu,
et on a considéré ce milieu comme un objet. Et là, on se rend compte que c'est pas possible, qu'en fait on est extrêmement interdépendants et que pour vivre, on vit dans un milieu. On vit pas au-dessus. Et donc l'histoire qu'on a racontée pendant 300-400 ans, c'est effectivement une histoire de démesure, mais c'est une histoire d'irresponsabilité, de détachement, une histoire hors sol d'une certaine manière. Je crois que tout ce qui homogénéise trop, en gros, à un niveau, je suis d'accord. C'est-à-dire que je vais dénoncer cette tendance à opposer nature et culture, à opposer l'objet et le sujet. Bon. Mais ça n'a jamais été homogène. Et si on est là pour en parler, hein, nous qui sommes les produits de cette culture, c'est qu'il y a d'autres choses possibles. Hein. Et par exemple, dans ce XVIIIe siècle qui met en place les éléments scientifiques qui vont permettre le développement technique au XIXe siècle, il y a quelqu'un comme Rousseau. Et ce quelqu'un comme Rousseau, c'est pas non. Comment il pouvait... Il était romantique, il ne savait pas ce que c'était. Non, mais je veux dire, si Rousseau dit autre chose, hein, et dénonce la prétention des conquérants de l'Amérique à s'être pris pour les maîtres du monde, dénonce Christophe Colomb et quelques autres. Bon, c'est pas parce qu'il est... ni parce qu'il est très en retard, ni parce qu'il est très en avance. Rousseau est quelqu'un qui est tout à fait qui connaît la culture scientifique de son époque, qui connaît la culture philosophique de son époque, et il montre qu'il y a une autre pensée possible et que, justement, l'idée que nous ne sommes pas complètement extérieurs à la nature, que nous en faisons partie, mais elle l'est d'une certaine façon dans Rousseau. Et si on peut la penser, c'est aussi parce qu'on n'a pas été complètement formé au moule, hein, comme un objet technique qu'on jetterait une fois qu'il remplit plus son rôle. C'est parce qu'on a la possibilité de, ce qu'a fait Philippe Descola, de montrer que dans d'autres, ce qu'il appelle des ontologies, d'autres cultures, on n'a pas ce rapport d'extériorisation à la nature, mais aussi parce qu'on a dans ce qui nous a formé la possibilité de le comprendre. Et je pense que la richesse de l'imaginaire montre qu'on n'est pas dans un monde homogène. Certes. Mais ce monde qui n'est pas homogène a tendance à s'homogénéiser par le matérialisme et la possession et la volonté de puissance. Toutes les nations existantes dans le monde reproduisent le modèle occidental et essaient de le reprendre à leur propre compte. Et je sais qu'effectivement, il y a des pensées différentes, mais ces pensées différentes, elles sont étouffées, on ne les entend pas. Alors, je vous dirais, ça, c'est encore de l'orgueil occidental. Parce que je crois que les Chinois... j'ai été très frappée par une série de choses que j'ai lues sur la Chine. Les Chinois qui ont... Alors, comme vous dites, hein, qui ont une histoire beaucoup plus longue que la nôtre, mais au 8e ou 9e siècle, ils pensaient qu'ils étaient l'empire du monde, hein, qu'ils étaient le monde entier. Et les Chinois, actuellement, ils sont en train de penser qu'une parenthèse est en train de se refermer. Cette parenthèse qui s'est ouverte au XIXe siècle avec la guerre de l'opium, quand à la fois les Européens et les Américains ont envahi la Chine, l'ont forcé à la démocratie, dont un certain nombre de Chinois voulaient. Mais bon, et des gens comme Xi Jinping sont en train de penser que c'est la vision chinoise du monde qui va à nouveau l'emporter. Et donc, si vous entendez, je crois qu'il dirait, mais il s'imagine que c'est lui qui a pensé l'empire du monde. Mais non, c'est nous. Oui, et ils l'ont pensé un peu différemment. Je lui demanderais pourquoi est-ce que la Chine est propriétaire de quasiment toutes les terres rares, de pourquoi la Chine est propriétaire de la dette, quasiment la totalité de la dette américaine. Non, mais je veux dire, ils ont quand même pris les principes capitalistes. Ils ont importé beaucoup de choses. Non, mais ils avaient leurs propres principes et ils avaient une ambition de dominer le monde qu'ils ont dû mettre entre parenthèses entre le 19e et le 20e siècle, et ils vont refaire le monde à la chinoise. Il n'empêche que si on continue comme ça, alors je parle de l'autre géant qui est l'Inde aussi, dont on ne parle pas assez parce que je pense qu'il est plus discret, mais il est en train de monter aussi quand même pas mal en puissance, que finalement, il n'en reste pas moins vrai que ces deux géants précipitent aussi la fin des temps, quelque part. Sur le plan écologique, je parle. Je suis allé à Delhi récemment, j'étais quand même assez épouvanté par la pollution qui y régnait.
Et la Chine aussi, je suis allé récemment en Chine aussi et j'ai vu tout ça. Et je me dis, ben, finalement, ils ne font qu'accentuer ce que nous, on a malheureusement mis en place. Je suis à pas partir sûr, de la révolution industrielle. Je ne suis pas sûr qu'ils constituent une alternative parce qu'ils ont Non, mais repris. je ne dis pas qu'ils constituent une Enfin, ou une autre alternative. narration J'essaie de même, hein. remettre en cause l'idée Non, que c'est ethnocentré, c'est clair. Enfin, que nous représenterions Bien sûr. tout ce que le monde peut Mais penser. l'histoire qu'on a racontée, non, l'histoire qu'on a racontée, elle a essaimé un petit peu partout. Il y a des bribes qui ont été récupérées par d'autres cultures. C'est là que je suis pas d'accord. Alors c'est là que je regrette. Peut-être que ça a été hybridé. Je regrette de ne pas être plus historienne que je suis parce que il y a peut-être des historiens dans la salle qui pourront intervenir là-dedans. Il se fait actuellement une histoire mondiale. Une histoire, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin une histoire globale, qui sort de l'idée que l'histoire se voit de notre point de vue. Et donc, on va raconter la chute de Rome, le Moyen-Âge, et puis la Renaissance, et puis la conquête du monde. Or, il y a actuellement des historiens occidentaux, en anglais, en français, etc., en portugais, qui font une histoire multiple où on voit l'histoire du monde du point de vue des Chinois, du point de vue de l'Inde quand les Portugais arrivent. Et donc, à partir de là, alors pourquoi est-ce que je me bats à ce point pour dire ben non, nous ne sommes pas les seuls à avoir amené le monde à ce que vous présentez comme une catastrophe? Parce que je crois pas qu'on ne va pas s'effondrer complètement. Et donc je crois que si on veut essayer de tirer le meilleur parti du monde très abîmé dont nous avons hérité, dont nous sommes, enfin ma génération et les générations d'après sont responsables, il faut se déprendre de cette vision où soit on s'affirme, on allait penser à Condorcet à la fin du XVIIIe siècle, qui dit nous allons apporter la liberté au monde entier, et maintenant nous sommes en train de dire nous avons apporté la mort au monde entier. Ben non, ni l'un ni l'autre, et je pense que essayer d'avoir une vision plurielle et multiple sur le monde est notre seul espoir de nous en sortir le mieux possible. Mais non, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut décentrer d'ailleurs la question sur sortir de cette notion d'effondrement. Effectivement, là encore, c'est être très vaniteux de penser qu'on est responsable de tout, du bien, du mal, etc. Mais la question, pour moi, c'est la fin de l'histoire telle qu'on l'a racontée. Et que ça soit la Chine, l'Inde ou une catastrophe climatique, d'une certaine manière, le roman que l'Occident s'est inventé depuis 300-400 ans, il se termine. Voilà, c'est la fin de ce monde-là, de cette histoire-là. Voilà, en tout cas, on est un peu paumé parce qu'on n'a pas l'impression qu'il va pouvoir continuer bien longtemps. Et donc la question qu'on se pose surtout, c'est mais quelle autre histoire on raconte? C'est-à-dire, on sait très bien que la Chine va reprendre la main ou les Indiens, mais nous, quelle histoire on se raconte? Comment on sort de ces 300, 400 ou 3000 ans ou 15 000 où on s'était construit véritablement une histoire avec un avenir radieux, etc. Et comment on réinvente quelque chose? Et donc la sensation en fait de sidération, d'angoisse, de collapso, etc. C'est surtout ça, c'est-à-dire que derrière, on n'a pas de récit de substitution. Ou alors des récits complètement fantasques. Alors c'est les transhumanistes d'un côté qui vont sur Mars, ou alors on va se mettre dans un petit hameau collapso et on va attendre la fin du monde. Mais en fait, on n'a pas véritablement d'histoire, d'imaginaire à proposer. En fait. Mais c'est là que je crois qu'on a vraiment besoin de regarder autour de nous, et c'est pour ça que je parlais de Nathan Wachtel et de ce qu'il a appelé la vision des vaincus. C'est-à-dire que l'arrivée des Européens en Amérique du Sud puis du Nord a détruit des mondes. Il y a déjà des mondes qui ont détruit et des gens qui ont survécu et qui, Nathan Wachtel ou d'autres, sont allés enquêter. Et qu'est-ce qu'on garde comme histoire? C'est quoi la vision des vaincus? Et c'est pas forcément... pour moi, il y a de l'espoir de ce côté-là. En tout cas, on a à apprendre des gens qui n'ont pas disparu. Qu'est-ce que c'est de perdre un monde et d'essayer d'en retrouver un autre?
Donc je ne peux pas dire, mais bon, quelle histoire on va raconter, mais je peux dire on a beaucoup à apprendre de ceux qui ne se sont jamais vus comme ceux qui allaient dominer ou sauver ou faire tomber le monde entier. Et on a c'est pour ça que j'insiste sur cette histoire multiple, cette histoire globale qui donne une multiplicité de points de vue, parce que l'arrivée en Inde aussi, ça a détruit des civilisations. Et bon, il y a des choses à apprendre de ce côté-là. Et on peut déjà commencer à réécrire notre histoire aussi, parce que l'histoire telle qu'on l'a écrite, c'est l'histoire des vainqueurs, hein, c'est l'histoire, on pourrait dire, un peu masculine, dominatrice, qui a mis en avant voilà, la force, la puissance, la domination. Et c'est une histoire finalement très genrée aussi. Hein. Moi, les choses qui m'ont permis beaucoup de réfléchir à ces questions et de repenser les façons dont on pouvait écrire notre histoire, c'est l'écoféminisme en particulier, ou les écrivaines de science-fiction qui sont dans cette ligne-là, parce qu'elles inventent d'une certaine manière d'autres histoires, d'autres façons de se raconter, dans lesquelles en fait on peut puiser, parce que ça fait aussi partie de notre patrimoine, ou matrimoine d'une certaine manière. Donc en fait on n'est pas complètement démunis, on peut chercher chez des vaincus, mais en fait des vaincus d'une certaine manière, on en a aussi dans nos sociétés, et ils ont aussi beaucoup à raconter. Oui, et à condition qu'on ne prenne pas les femmes pour des victimes. Que cette histoire des femmes ne soit pas une histoire des victimes, mais une histoire de la force des femmes qui leur a permis de tenir même dans des conditions très dures. Vous parlez du patriarcat, mais le patriarcat il est présent dans la Bible, qui est comme un livre qui nous constitue pas mal. Il est présent en Grèce, il est présent partout, le patriarcat. Il est présent en Chine, il est présent en Inde. Je veux dire, c'est un mouvement global, mondial, quoi, le patriarcat. Donc non, effectivement, l'Occident n'a rien inventé là-dessus. Il a simplement récupéré des vestiges de mythologie. Et donc, non, mais on peut écrire des choses juste différemment. Hein. Moi, je pensais à un petit article qui était paru dans Terrestre, qui était une traduction, je pense, d'un article d'Ursula Le Guin sur la théorie du panier. Enfin, comment on écrit le panier qui étant une technologie, mais c'est pas l'arc, hein, c'est pas la technologie de la puissance, de la domination, de la mort. C'est une technologie où on recueille, où on assemble, où on partage, etc. Et l'idée, c'est de potentiellement re-regarder dans ce qui nous constitue aussi ce qui vient de cette histoire-là, ce qui raconte une autre histoire de nous-mêmes, et garder ça dans le rapport au vivant. Hein, alors, dans Haraway, par exemple, un rapport aux animaux domestiques, et le remettre en avant d'une certaine manière, et pas le rendre péjoratif ou autre. Voilà, il y a des façons d'aller chercher le rapport au temps aussi. Hein. D'une certaine manière, on est rentré dans un rapport au temps très chronos, quoi, alors que derrière, on a d'autres façons de penser le temps qu'on a complètement occulté. Donc en fait, tout ça, on l'a d'une certaine manière quelque part, mais comment on le met en scène ? On se retrouve, on a une richesse d'héritage beaucoup plus grande, et il y a des choses à trouver. Et vous dites, bon, le patriarcat, alors, moi, en plus, je sais pas grand-chose là-dessus, je ne vais pas vous dire avant le patriarcat, il y a eu les Amazones, bon. Il y a eu toujours il y a eu toujours des anthropologues qui ont essayé de montrer. Mais peu importe. Ce que je voulais dire surtout, c'est il n'y a pas un patriarcat, il y a des patriarcats. Et ça, il y a une historienne qui s'appelle Silvia Federici, et qui a écrit un livre qui s'appelle Caliban et la sorcière, et qui est l'histoire du développement du capitalisme vu depuis les femmes. Et elle montre comment le développement donc de nouveaux rapports sociaux, du salariat, de nouveaux rapports à la nature, se marque aussi par de nouveaux rapports aux femmes, et que donc on a toujours tendance à penser le capitalisme hérite d'un patriarcat antérieur, et du genre quand il ira mieux, il y aura plus de place pour les femmes. Elle montre au contraire que la condition des femmes s'est détériorée, et que donc il n'y a pas le patriarcat, il y a des patriarcats, ce qui permet de plus de jouer avec. Et je peux peut-être rebondir, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a une tribune assez violente de Frédéric Lordon contre les gens qui l'assimilent à Bruno Latour, qui essayent de voir le point de vue de la nature. Donc voir
notre histoire du point de vue de la nature. Et voilà, je ne sais pas si vous êtes intéressé à ce sujet. Et notamment, il tape sur Vinciane-Després, même sans la nommer, ce qui était assez inélégant. Ouais, moi, je me sens plutôt proche de Vinciane-Després, Oui, justement pour les histoires de Moi aussi. narration, de raconter les choses différemment. Habitant en oiseau, par exemple, pour repenser l'immigration, par exemple, c'est un truc qui serait super. Donc décentrer, mais décentrer en regardant d'autres cohabitants de la planète, je pense que ce serait super bénéfique, ça c'est clair. Je ne suis pas sûr qu'on puisse écrire une histoire, on en discutait avant, parce que finalement l'histoire semble un peu complètement liée au sujet humain, mais par contre ça pourrait nous permettre de raconter d'autres histoires. Potentiellement, et en particulier faire rentrer d'autres personnages dans l'histoire, parce qu'on n'est pas les seuls à vivre sur cette planète depuis des milliers d'années, et que les autres ont énormément d'histoires aussi à raconter. Et ça, je pense qu'effectivement, alors là, pour le coup, les sciences de l'écologie, d'une certaine manière, et de l'éthologie, mais même de l'écologie, même la biologie. Moi, si je vous parle de mon gaz ou de mes enzymes ou de mes bactéries, tout d'un coup, c'est des histoires aussi qui vont enrichir une espèce de capital sur lequel on peut construire. Donc moi, je trouve que il ne faut pas censurer les gens qui racontent des histoires, au contraire. Et ça a été une marque d'une biologie, bon, qu'on dirait vulgarisation, mais on dit plus ça maintenant, on dit médiation. Et en plus, de voir qu'il pouvait y avoir des histoires, je repense à l'histoire d'un ruisseau, Moi, c'est la tique. Moi, c'est la tique de Uxküll, par exemple. Uxküll, ou la façon dont Rachel Carson, avant d'écrire ça... Bon, Rachel Carson est une biologiste qui est connue parce qu'elle a écrit Printemps silencieux en 1962, où elle montre les effets terribles du DDT. Mais avant, elle a écrit 3 livres sur la mer et elle raconte l'histoire de la vie. Et ces livres sont apparemment scientifiquement tout à fait valide. Bons, Oui. Et attire de l'attention sur la mer. Et là, si je peux faire un petit glissement dans mon champ, la biologie, c'est d'ailleurs Dupuis, dans son dernier livre, attaque les biologistes parce que finalement, ils ne parlent pas de la vie. Ils parlent d'autre chose, ils ont complètement désanimé le vivant, ils l'ont transformé en rouage, en processus, en mécanisme, Oui, mais d'une certaine manière, le champ... Alors, c'est vrai que maintenant, il y a d'autres biologies qui émergent, mais la biologie, d'une certaine manière, et je pense, là, ça va être là encore une généralisation outrancière, les sciences, d'une certaine manière, ont désanimé ce qui était vivant. Alors, ça faisait peut-être partie aussi du processus des outils utilisés pour réifier et puis pour mettre à distance l'autre, d'une certaine manière, celui qu'on ne voulait plus être. Et pouvoir le transformer à son désir, à son usage. Donc, et je pense que la science a participé de ça. Donc ça veut potentiellement dire aussi qu'il faut revoir la façon dont on produit des savoirs sur les autres, sur le vivant, sur les animaux, etc. Je crois aussi, c'est pour ça que c'est des gens qui sont des passeurs entre deux cultures. On a raison de ne plus parler de vulgarisation, mais médiation. C'est des gens qui sont des passeurs entre deux cultures. Et Rachel Carson, par exemple, typiquement, elle a une formation de biologiste, elle fait de la documentation, de l'état de la question en biologie, mais c'est aussi quelqu'un qui a toujours voulu écrire et quelqu'un qui est amoureuse de la nature qu'il y a autour d'elle. Et elle sait faire ce travail de passage entre, disons, son imagination, sa vision littéraire et sa conception scientifique. Et je pense qu'elle fait un bien énorme. Elle faisait peut-être de la science-fiction, d'une certaine manière. Si on prend fiction, Oui, elle faisait... Oui. On a un tout petit problème. On m'a demandé de finir 20 minutes, à moins 20. Il est déjà moins 14 pour passer aux questions. Mais Pierre, on vous a pas. Si vous voulez rebondir. Mais moi, je me sens très loin de cet univers-là, scientifique. Je suis un auteur, donc je suis quelqu'un qui expérimente par l'écriture. Je n'ai pas d'a priori ni aucun principe. Il faut savoir ça.
c'est que quand je commence un bouquin, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas quel personnage je vais découvrir, si c'est une femme, un homme, un vieux, un jeune, un noir, un asiatique, ou ce que vous voulez. Donc, je parle d'expérience. Donc, je ne sais pas bien mettre ça en formule, parce que pour moi, la science, qui a d'ailleurs le léger défaut de se comporter exactement comme la religion, c'est-à-dire qu'à la place des archevêques, on met des professeurs, et on a vu comment ça se passait pour le Covid, c'est-à-dire qu'on a eu des cardinaux qui venaient s'enguirlander à la télé, qui n'étaient jamais d'accord, et je pense qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de distance, parce que ce qui m'intéresse moi en tant qu'auteur, c'est de trouver l'humain sous toutes ses formes. Et la seule façon d'explorer l'humain sous toutes ses formes, je pense, c'est de n'avoir aucun jugement sur lui, ni aucun a priori sur lui. Bon, j'ai parlé tout à l'heure des Chinois et tout ça, en fait j'en ai rien à foutre. J'aime beaucoup les Chinois, je suis à la Shenzhen et j'étais très bien accueilli. J'aime beaucoup les Indiens, et particulièrement l'Inde parce que c'est un pays que je vénère, et y compris sa mythologie d'ailleurs. Donc j'essaie de me débarrasser de tous mes outils de compréhension, parce que la compréhension ça tue. Enfin, la tentative de compréhension ça tue. Ce qu'il faut c'est expérimenter, voir. Je pense que c'est ça, trouver la vraie humanité. C'est nous débarrasser de nos scories héritées du passé. C'est de tirer des bonnes expériences de ça, certes, mais c'est surtout ne pas s'en servir comme ni de pouvoir, ni de justification. Simplement découvrir l'humain sous toutes ses formes et aimer l'humain. C'est ça qui m'intéresse. Après, le reste, c'est que mais j'allais dire de la littérature, mais c'est justement de la littérature. Voilà. Bon, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de vous lancer sur vos romans, parce qu'il y en a plusieurs qui parlent quand même de fin du monde et qui... Oui, les fins du monde, c'est très utilisé par l'auteur de science-fiction parce que c'est un effet sidérant. Toutes nos mythologies, toutes nos religions parlent de la fin des temps. La Genèse, ça va après sur l'Apocalypse. En Inde, c'est l'âge de la création, l'âge de l'équilibre et l'âge de la destruction. Et comme si c'était des cycles qui se mettaient en route immuablement. Donc on est bercé par cette idée que les temps auront une fin. Et puis c'est spectaculaire. Enfin, je veux dire, pour un auteur, c'est un vrai plaisir de décrire une fin du monde parce que ça change, l'esthétique change, les gens changent, il y a une sorte d'adaptation foudroyante aux nouveaux événements, et ça nous permet de mieux explorer justement l'être humain, parce que dans ces circonstances-là, dramatiques, il se révèle au plus profond de lui, y compris chez les salopards, y compris chez les héros, peu importe, on va se révéler au plus profond de soi. Et du coup, on va vraiment atteindre l'humanité. Je pense, c'est vrai qu'on a parlé de post-humanité, mais je pense que c'est une grosse bêtise, parce que dès qu'on aura atteint l'humanité, on pourra réfléchir déjà un peu. Vouloir acquérir les choses sans avoir la colonne vertébrale pour le faire, ça ne sert pas à grand-chose, je pense. Bien, merci. Ouais. Donc voilà, vous avez 10 minutes pour poser des questions, il faut être très efficace. Alors, je pense qu'un micro va circuler. Je vois une main. Merci. Alors, me concernant, c'est plus une remarque qu'une question. Mais du coup, j'ai entendu un petit peu parler de science et de matérialisme, notamment. Et j'avais un peu l'impression qu'il y avait un peu le fait de jeter le bébé avec l'eau du bain concernant le matérialisme, parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut beaucoup nous apprendre sur la réalité matérielle, et notamment la réalité des interactions des gens avec leur environnement et avec les autres gens. Et je pense qu'il faut aussi pas mal séparer la notion de science et de matérialisme de l'idéologie qui peut y être accompagnée, cette idéologie qui sépare un petit peu l'homme de la nature, notamment vous avez parlé, et l'idéologie qui consiste à dire voilà, on peut réduire la nature à des chiffres, alors que la science ne dit pas qu'il faut réduire la nature à des chiffres, et cette idéologie qui dit qu'on peut posséder les ressources, on doit donc posséder les ressources, alors qu'encore une fois, la science et le matérialisme peuvent être autant utilisés pour exploiter la nature que pour la respecter. Voilà. Je ne partage pas cette analyse, et je ne suis pas le seul, parce qu'il y a pas mal de gens de l'école de Francfort, donc je pense à Marcuse,
à Habermas, il y a dans le processus du savoir occidental, moderne, un rapport qui s'instaure avec le monde. Voilà. Et ce rapport définit d'une certaine manière ce qui va se passer ensuite. Donc on peut avoir les meilleures intentions possibles. En fait, on est cadré par un certain type de rapport qui est lié directement à la science. Donc pour moi, la science n'est pas neutre, elle a une charge culturelle forte. Et alors après, de savoir si elle est responsable ou non de ce qui se passe, voilà, on peut en débattre. Mais par contre, voilà, on a tendance à séparer d'un côté les bonnes et les mauvaises intentions, et puis de notre côté un outil qui serait une connaissance pure et éthérée. Moi, je pense pas. Je pense que la science en elle-même, elle porte un certain nombre de valeurs, de processus qui vont déterminer en fait un rapport particulier. Moi, je dirais pas, la science, ça n'existe pas. Il y a des sciences. Et on a pu présenter, par exemple, l'écologie, qui est une science entre la biologie et la physique, qui se développe à la fin du 19e siècle. On l'a présenté comme la science subversive. Il y a un livre qui est sorti vers 1960. Pourquoi ? Parce que, justement, en étudiant les relations des êtres vivants avec leur milieu, elle remet en cause un certain nombre de cadrages scientifiques antérieurs. Donc, quand vous dites idéologie, bon, je ne sais pas très bien ce que vous entendez là-dedans, mais disons, généralement, un travail scientifique, ça va avec un mode d'emploi qui l'accompagne. Simplement, il peut y avoir plusieurs modes d'emploi. Dans le type de travail scientifique qui se développe au XVIIe, on a parlé de révolution scientifique, XVIIe, XVIIIe siècle, le mode d'emploi est un mode d'application de pouvoir. Mais dans ce mode d'emploi, justement, et dans le même terrain, le développement de l'écologie va entraîner une autre façon de voir les choses. Là encore, si on se laisse prendre dans des généralisations homogènes, on va se dire qu'il n'y a pas d'issue. Je crois que l'issue est dans la diversité et la possibilité, et que ça ouvre toujours sur des possibles. Mais est-ce que les sciences existent en tant qu'elles-mêmes, en tant que telles ? Est-ce que la science, ça existe ? Qu'est-ce que c'est la science ? C'est ce qu'on en fait. C'est exactement. Si elle n'est pas liée à l'esprit humain, elle n'existe pas. Enfin, il n'y a pas d'équations qui se mettent à jaillir d'un seul coup comme ça après une ondée printanière et qui vont vous expliquer le secret de l'univers. Ce serait bien, mais ça ne marche pas. Donc il faut le susciter par l'esprit. Donc la science en elle-même, c'est rien. C'est ce qu'on en fait qui est important. Enfin, il me semble. C'est pour ça que vous avez parlé d'idéologie. On peut très bien faire de la science idéologique, ça c'est sûr. On peut en faire de la science humaniste, on peut faire toutes sortes de sciences. Mais la science en elle-même, je ne vois pas ce que c'est. Question suivante. Oui, bonjour. Vous avez beaucoup parlé d'histoire, de culture, d'histoire à se raconter. Dans l'hypothèse d'un effondrement qui toucherait plus ou moins, du moins une grande partie de la population, pas forcément au même moment, mais au cours du siècle à venir, est-ce que dans une société, pour des êtres humains dont la première préoccupation sera peut-être de trouver simplement à boire et à manger, est-ce que la culture et l'histoire risquent pas d'être mis un peu entre parenthèses ? Pour illustrer, si demain mon principal problème c'est de trouver à boire et à manger, je ne vais pas trop m'intéresser ni à l'histoire ni à la culture. Hein. Je ne pense pas. Alors, je vous répondrai d'abord que c'est pas uniquement dans l'avenir trouver à boire et à manger. Il y a une grande partie de la population mondiale actuellement qui ne sont pas sûrs de trouver à boire et à manger. Donc projeter dans l'avenir quelque chose qui est le problème actuel des gens, ça me paraît déjà poser problème. Bon, puis alors bon, sinon on peut dire, comme disait Brecht, hein, d'abord le pain, ensuite la morale. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et je pense que cette idée qu'il y aurait d'un côté la survie et de l'autre côté la vie culturelle, je pense que c'est jamais totalement séparé. Angèle Ibert, dans son livre Fabuler la fin du monde, il parle de la route, que je n'ai pas lu parce que je pense que c'est un peu trop brutal pour moi. Oui, mais donc il oppose les deux caractères, le père qui effectivement cherche la survie d'une certaine manière, et le fils qui, lui, semblerait, alors
certains l'ont peut-être sûrement lu, protéger les valeurs, et donc les histoires qu'on raconte, etc. Et donc je ne pense pas que l'un aille sans l'autre, d'une certaine manière, et qu'on puisse, de la même façon, séparer et dire, bon, c'est d'abord le pain et ensuite les valeurs. Non, je pense que ça va de toute manière ensemble, y compris la façon dont on va se nourrir. Voilà, on peut aller tuer quelqu'un pour lui piquer ce qu'il a, ou on peut le faire différemment. Voilà, donc je crois qu'on ne peut pas opposer les deux choses, en fait. Ce sera certainement beaucoup plus difficile de réfléchir et de philosopher quand on a le ventre creux et qu'on cherche de l'eau simplement pour boire. C'est quand même beaucoup plus difficile. Hein. Les circonstances font qu'on devient un animal, quasiment. Mais c'est là que je ne suis pas d'accord. Mais faisons un stage. Alors il y a Knut Hamsun qui a écrit un super bouquin de survie. Non, mais il y a Knut Hamsun qui a écrit un super bouquin qui s'appelle La faim. En fait. Et en fait, il s'est lui-même mis en jeûne, mais complet. Mais ça n'a rien à voir. Entre une catastrophe qui vous détruit tout, il n'y a pas de nourriture, vous avez passé les 3/4 de votre temps à chercher à manger. Et donc, pensez, oui, quand vous aurez le ventre vide, je pense que j'ai bien mangé, ça fait plaisir. Mais sinon, vous allez passer... Mais Pierre, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est le retour à la vie animale, comme si la vie animale, c'était la pure survie. Je crois que pour les animaux, il y a, comme pour nous, la différence entre la vie bonne et la vie mauvaise. Donc, on ne peut pas dire que, comme si la réduction aux besoins, c'était une réduction à l'animalité, et si l'animalité, ça n'était que des besoins. Mais s'il y a un certain nombre de gens qui se battent pour les droits des animaux, c'est que les animaux, ce n'est pas simplement des choses de survie. Il y a aussi une bonne vie pour les animaux. Mais Pierre, dans Le Feu de Dieu, dont on voit passer la couverture, vous racontez une fin du monde qui est assez frappante, une fin du monde géologique. Et dedans, finalement, plusieurs des héros sont amenés à faire des choses horribles, enfin des protagonistes, mais ils ne peuvent pas ne pas y penser. En tout cas, ils ont une morale quand même, un surmoi. Enfin. Certains, oui, pas tous. Pas tous. Ouais. Et vous parlez du personnage de Franck, ce sont sûrement qui effectivement a une sorte de guidé par une sorte de morale, parce que lui, il a prévu un endroit de survie, mais simplement les circonstances l'ont éloigné de son antre, et donc il doit faire 500 km à pied dans la neige et la glace et dans des circonstances très difficiles. Donc lui, il est motivé par quelque chose. Mais ceux qui rencontrent, eux, ne songent qu'à leur survie. Oui, je me rappelle de militaires qui avaient l'air sympas dedans. Un militaire sympa ? Oui. Non, mais je me souviens pas. Qui avait l'air d'avoir une... Je serais ravi d'avoir fait un militaire sympa. Qui avait l'air d'avoir une moralité, un sens de la mission. Oui, je pense que c'est vrai, j'ai exagéré tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il va y avoir une bagarre pour la survie. Là, je fais un post-apocalyptique dans le métro parisien où la survie est très importante, parce que dans le métro, il fait noir, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas la lumière pour les plantes. On peut cultiver des champignons, on peut manger des rats, c'est à peu près tout. Donc ça crée certaines conditions de vie qui ne sont pas favorables à la sérénité, on va dire. Et donc quand on n'est pas serein, c'est quand même difficile d'entrevoir des jours meilleurs, d'essayer de penser à... certains de mes personnages essaient, mais ce ne sont pas les majoritaires, loin de là. Mais on reste un animal social. Enfin, on a besoin aussi un peu des autres. Tout à fait. Non, mais on n'a pas parlé de ce qui m'est le plus cher, qui est la part spirituelle de chacun, souvent captée par la religion et détournée de sa propre nature. Je pense qu'il y a une recherche vers la liberté intérieure qui est très importante, et partant de là, parce qu'on est prisonnier du temps. Et se défaire du temps, c'est impossible. Donc on peut être complètement angoissé par cette sorte de clepsydre géante qui rétrécit l'espace autour de nous peu à peu. Et donc peut-être que ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui ont trouvé un espace intérieur de liberté qui fait que, peu importe, finalement, la plus belle phrase que je connaisse, c'est « Aujourd'hui est un beau jour pour mourir ». Ça, c'est très très fort. Ça, c'est la quintessence de l'humanité pour moi.
Et je crois qu'on n'a plus le temps pour des questions supplémentaires, parce qu'il y a une cérémonie qui démarre maintenant. Donc voilà.